Bonjour et bienvenue sur l'internaute.com, 20minutes.fr et ouestfrance.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur le web. Notre invité aujourd'hui est Patrick Kanner, le ministre de la Ville, des Sports et de la Jeunesse. Bonjour Patrick Kanner. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Sur notre plateau, Anne-Laetitia Béraud, journaliste politique à 20 minutes, et Michel Urvois, éditorialiste politique à Ouest France, sont aussi avec moi. Bonjour à tous les deux. Bonjour Benoît. Je vous rappelle rapidement le principe, vous avez une demi-heure à peu près pour poser vos questions, réagir pendant l'émission sous votre vidéo ou sur les réseaux sociaux, #directpolitique. Alors on va commencer tout de suite parce qu'on a beaucoup de questions à vous poser sur différents dossiers, Patrick Kanner. Le premier, c'est l'athlétisme, évidemment, avec ce scandale qui a éclaté hier, après le scandale de la FIFA qui déjà monopolisait beaucoup l'attention. Donc on a un vaste réseau de chantage et de corruption organisé par la fédération russe et par la Fédération internationale d'athlétisme qui a été mis au jour. Aujourd'hui, la commission d'enquête de l'Agence mondiale antidopage propose que la Russie soit purement et simplement exclue de toutes les compétitions d'athlétisme. Vous êtes d'accord ? La mesure est forte, mais elle est juste, et le ministre russe d'ailleurs l'a très vite compris, en voulant immédiatement réagir, peut-être pour rattraper le tir par rapport au JO de 2016. Une absence russe totale au JO 2016 serait une première, mais en même temps... Donc vous êtes favorable plutôt à cette mesure préventive, on va dire, entre guillemets ou... Je suis favorable à des sanctions très fortes. Après, si le sport russe est capable de se remettre sur le bon rail pour éviter d'être ainsi sanctionné, tant mieux. Mais on ne peut pas laisser les choses en l'état. Ce sera compliqué. Et en même temps, je suis intimement convaincu que la menace est tellement forte, l'infamie, c'est une forme d'infamie qui serait ainsi déclarée contre la Russie, serait tellement mal pris par les Russes qui sont capables de se remettre aujourd'hui sur une ligne bien droite. Vous parlez des JO de 2016, mais il y a aussi 2018, parce que votre homologue russe est aussi membre du comité exécutif de la FIFA et président du comité d'organisation de la Coupe du Monde 2018. Alors si l'État russe est complice, est-ce que ce n'est pas aussi l'organisation de cette compétition qui est en cause? Il me paraît difficile de la remettre en cause à ce stade de la procédure et de la construction des stades en Russie. Il fallait mettre le pied dans la fourmilière, un grand coup de pied dans la fourmilière. Ça a été fait hier. Moi, je suis vraiment partagé dans un sentiment de colère, d'écœurement, aussi de tristesse pour le sport mondial. Et en même temps, je me dis, mais enfin, on va pouvoir faire. Mais ça vous surprend, vous? À ce stade-là, oui. Vous le saviez? Non, que non. Vous le soupçonniez? Écoutez, des dopés, il y en a toujours eu. Des dopés, il y en a toujours eu. Mais là, nous sommes sur un système d'écrasement organisé des faits de dopage, ce qui est totalement impossible en France. Le fait que le grand sportif français Stéphane Diagana dise que le dopage touche tous les pays, y compris la France, comment est-ce que vous réagissez à ces propos? Je n'ai pas dit que le dopage ne touche pas la France, je dis simplement que le système organisé d'écrasement des affaires de dopage n'est pas possible en France, puisque nous avons une agence française antidopage qui est totalement indépendante, totalement autonome. Mais bien sûr qu'il y a aujourd'hui des athlètes qui sont soumis à des pressions par des dopeurs. Et s'il y a des corrompus, c'est qu'il y a des corrupteurs, très concrètement. Et donc il faut lutter en permanence contre cela. Et manifestement, il y avait des failles terribles dans le système russe et relayées, et là c'est encore peut-être plus terrible, par la Fédération internationale d'athlétisme. Un tout petit mot, Patrick Kanner, sur l'affaire Benzema, parce qu'on a des internautes qui nous ont posé des questions là-dessus. Hier, sur Europe 1, vous déclariez qu'il fallait que la Fédération française de football réfléchisse à la mise à l'écart des joueurs mis en examen. Alors, on a quand même des internautes qui nous disent « et la présomption d'innocence ». Alors, c'est vrai que c'est un principe qui s'applique déjà en politique, mais est-ce qu'il faut que ça s'applique à tous les métiers, quelque part ? La position que j'ai tenue est une position personnelle, je le dis, une position d'amoureux du sport. Et pour des cas bien précis, mis en examen pour des raisons pénales, ce qui est le cas de Benzema, et parce que ces sportifs s'apprêtent à porter le maillot de l'équipe de France. C'est-à-dire, c'est pas n'importe quel maillot, c'est le maillot de l'équipe nationale, ça représente la nation. Et je pense que
tant pour l'équipe de France, les équipes de France concernées potentiellement, que pour l'athlète lui-même, laisser passer le temps de l'instruction judiciaire, ce ne serait pas anormal. Ce n'est pas à moi d'en décider, c'est aux instances compétentes de la Fédération française de football. Patrick Caner, on va parler de ville et on va parler de mixité sociale parce que l'autre actu de la journée, c'est Najat Vallaud-Belkacem qui lance aujourd'hui une réforme de la carte scolaire pour plus de mixité sociale dans les écoles. Elle en est pour l'instant au stade de l'expérimentation. Alors on parle de secteur multicollège, on parle aussi d'intégrer les parents dans, dans un choix plus élargi des écoles pour leurs enfants. Est-ce qu'on peut parler d'abord d'assouplissement de cette carte scolaire selon vous? Et est-ce que ce n'est pas un peu l'inverse de la sévérité que vous affichez dans un autre domaine de la mixité sociale, c'est dans le domaine du logement social, où vous allez tancer les maires qui sont en retard sur la construction de logements? On en reparlera sûrement, mais non seulement ce n'est pas l'inverse, mais c'est extrêmement complémentaire, c'est la même philosophie. C'est-à-dire que à un moment donné, il faut être efficace. Et l'efficacité passe par de l'innovation. Qu'est-ce que propose Najat Vallaud-Belkacem? Dans une vingtaine de départements, 17 je crois aujourd'hui, peut-être 20 demain, et sur une cinquantaine d'établissements, il y aurait des secteurs élargis autour de 2 ou 3 collèges pour éviter de stigmatiser. Au lieu de dire aux parents, vous allez mettre votre enfant dans un collège, on va leur dire, vous avez le choix entre ces 3 collèges, voilà. Lequel choisissez-vous? Voilà. Et éventuellement, on vous donnera satisfaction. On vous donnera satisfaction et surtout, on va collaborer avec vous pour que le choix soit le plus utile pour l'enfant en fonction de ses préoccupations, de son parcours scolaire. Il faut être attractif. Dans des collèges situés dans les zones prioritaires, il est clair qu'on peut avoir une forme de concentration de gamins qui ont le même profil sociologique. Et ça pose une difficulté, non pas pour les gamins entre eux, mais parce qu'en fait, on évite d'avoir une mixité sociale. Et beaucoup de familles aujourd'hui pratiquent l'évitement. C'est-à-dire que dans ces quartiers, les familles qui ont les moyens eh bien, font des sacrifices énormes pour placer, par exemple, leurs gamins dans le privé. Non pas pour des choix philosophiques, mais pour éviter le collège public. Et ça, c'est pour le laïc que je suis, entre guillemets, mais surtout l'enfant de l'école de la République, je trouve que c'est anormal. D'où les questions d'attractivité. Donc deux questions. Des parents sont inquiets. Est-ce qu'on va les obliger ou est-ce que ce sera vraiment sur proposition? Ce sera sur proposition et sur concertation avec les parents. L'idée, c'est de créer des groupes de parents qui puissent suivre et évaluer cette expérimentation. D'accord. Et comment fait-on dans des endroits où il n'y a pas justement de mixité, c'est-à-dire où on a des quartiers homogènes dans leur pauvreté, je vais dire, sociale? Dans ces quartiers représentent en général des poches de population qui représentent 5-6 000 habitants. Donc un collège, grosso modo, qui va toucher une partie de ce quartier. En ayant 2 ou 3 collèges, vous élargissez automatiquement le périmètre et vous touchez des populations beaucoup plus mixtes. D'accord. Alors il y a plusieurs mois, en mars, après les attentats, Manuel Valls avait annoncé un ensemble de mesures, une soixantaine. Depuis, il y a des comités interministériels qui se succèdent et on a du mal à voir ce qui se passe concrètement. Est-ce qu'on a avancé? Alors, sur quoi? La politique de la ville est toujours une politique complexe parce qu'elle touche à la rénovation urbaine, elle touche au développement économique, à la lutte contre les discriminations, à la citoyenneté. Et je reconnais bien volontiers qu'il n'y a pas des mesures qui apparaissent comme étant très lisibles, même si c'est mon travail et c'est le travail du gouvernement, nous devons les rendre accessibles en termes de compréhension pour les Français. Depuis le 6 mars dernier, comité interministériel égalité-citoyenneté, il y a eu de nombreuses mesures. L'accélération, on y reviendra peut-être tout à l'heure, de la mise en œuvre de la loi sur le renouvellement urbain, la loi SRU, et donc la mixité sociale par le logement social. C'est aussi, par exemple, l'augmentation de 50% des capacités d'accueil dans les EHPID. Les EHPID, ce sont les établissements qui accueillent des jeunes en difficulté dans un environnement quasi militaire. On est passé de 2000 à 3000 places en 6 mois pour accueillir ces gamins dans une logique de deuxième chance. C'est l'augmentation spectaculaire du service civique. C'est la création du plan citoyen du sport. Alors, je vous reconnais, c'est une liste un peu à la Prévert, mais la logique, c'est on ne laisse pas quelqu'un sur le bord du chemin. Il n'y a pas de quartier perdu dans la République. Patrick Caner, il y a juste quelque chose entre 2 comités interministériels qui peut intriguer. Manuel Valls a rendu public le 26 octobre une liste de 36 villes récalcitrantes en matière de logement social. Et dans le premier comité interministériel en mars, on parlait de 216 communes. Elles sont passées où ces 216 communes? Rassurez-vous, et pour les maires aussi, elles existent toujours. Non, ce que nous avons fait,
c'est un travail très fin avec Thierry Repentin, qui a été nommé d'ailleurs le 6 mars délégué interministériel pour la mixité sociale au travers du logement, un ancien ministre très compétent sur ces questions. Donc on a fait un travail très fin. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il y a un peu plus de 200 villes qui aujourd'hui sont des villes déficitaires en termes de logements sociaux. Je vous rappelle les chiffres, c'est un peu technique, j'ai mon excuse pour nos auditeurs et nos téléspectateurs, mais l'idée c'est que dans toutes les villes de plus de 3500 habitants en France, on doit avoir 20 à 25% de logements sociaux en fonction de la tension sur le territoire concerné. Il y a 220 villes qui aujourd'hui ne correspondent pas à ces critères. Dans ces 220 villes, beaucoup sont en progression et atteignent progressivement leurs objectifs. Mais il y a... Donc elles sont engagées dans le processus, elles sont engagées de donc elles ne font pas partie des 36 cancres, entre guillemets. C'est un mot que je n'emploie pas, parce qu'il peut y avoir des raisons objectives pour être en dehors des clous. Il y a aussi des raisons subjectives, et là que je combats. 36 villes, il y en aura sûrement une vingtaine en plus dans 1 ou 2 mois, début 2016. Donc mettons une cinquantaine de villes qui manifestement ne jouent pas le jeu et considèrent que payer des pénalités, ça suffit à les exonérer de... Donc vous êtes en train de nous dire que la liste va s'élargir, qu'on va passer à une cinquantaine de villes et qu'une vingtaine de villes sera ajoutée bientôt à cette liste. Exactement, en 2016. Pour continuer sur le logement, le président centriste Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, soulevait la problématique qu'il y a des différentiels énormes sur le prix du foncier entre Neuilly ou la Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous pensez que l'État devrait prendre à sa charge le différentiel entre des communes riches et des communes pauvres? L'État le fait déjà, notamment en mettant à disposition ou en vendant des terrains qui lui appartiennent à des prix défiant toute concurrence pour justement lutter contre ce phénomène de spéculation foncière. Donc nous le faisons. Nous le faisons et nous pouvons aussi dire aux villes, plutôt que de payer des pénalités, mettez cet argent à disposition pour faire baisser le prix du foncier. C'est exactement le cas que j'ai connu hier matin. J'étais dans mon département, dans le Nord, à Bézieux, une ville proche de la frontière belge, qui n'a que 10% de logements sociaux et qui a décidé de consacrer une partie de la pénalité payée à faire diminuer le prix d'un terrain qui va être mis à disposition pour créer du logement social. Donc c'est gagnant-gagnant. Donc il y aura un peu plus de logement social à Neuilly-sur-Seine, c'est ça que vous pouvez dire? Mais Monsieur Fromentin, maire de Neuilly, progresse. Il n'est pas dans les villes carencées, entre guillemets, et ne jouant pas le jeu. Mais il progresse, pour moi, un peu trop lentement par rapport à la pression qui existe dans le territoire parisien. Vous allez en tout cas, vous, Monsieur le ministre, présenter un projet de loi égalité et citoyenneté courant 2016. Il sera présenté en Conseil des ministres, je crois, en février 2016, pour responsabiliser les intercommunalités dans leur politique de mixité. Alors, l'un des objectifs, ça va être aussi de favoriser l'arrivée de ménages plus aisés dans certains quartiers où les revenus sont plutôt faibles. Alors comment on fait? Est-ce qu'on force les gens à venir s'installer dans certains quartiers aussi? Je vous rassure, nous ne sommes pas dans une économie ou dans une société dirigée. Et j'avais un bon ami, ancien député, qui me disait souvent: faire venir les pauvres dans les quartiers riches, je sais faire venir les riches dans les quartiers de pauvres, c'est plus compliqué. Est-ce que vous avez des pistes déjà à nous donner ce matin? Tout à fait. Alors, ce projet de loi est en préparation, nous y reviendrons peut-être encore, mais l'objectif, c'est de mettre à l'échelle intercommunale les décisions de répartition des logements sociaux, premièrement, et deuxièmement, d'affectation de ces logements sociaux, donc pour avoir ce qu'on appelle, et le mot peut choquer parfois, mais moi je n'ai pas peur de l'utiliser, une politique de peuplement harmonieuse sur un territoire plus large que la commune. S'il y a des ghettos de pauvres, c'est qu'il d'à côté il y a des ghettos de riches. Et il faut donc lutter contre ce phénomène. Est-ce que ça veut dire par exemple qu'on va avoir des logements dans les 25% très sociaux d'un côté et des logements, disons, pour des ménages qui ont besoin d'aide mais qui sont plus aisés de l'autre? L'idée, c'est de mixer ces différentes offres de logement. Et y compris, ce que vous n'avez pas encore évoqué, mais je voudrais y insister, y compris en permettant une accession à la propriété facilitée. Parce qu'il y a des familles qui peuvent accéder à la propriété et qui veulent rester dans leur quartier. Elles ont été locataires pendant 20 ans et elles ont envie de passer à un autre stade sur le plan social. Et pour cela, on a un dispositif qui fonctionne très bien, c'est la TVA à 5,5, ce qui permet de diminuer lourdement le prix du logement. Le Premier ministre Manuel Valls a indiqué en mars dernier que les familles les plus pauvres, celles qui bénéficient du droit au logement opposable, la loi DALO, ne vont plus
obligatoirement dans les quartiers pauvres. Est-ce qu'aujourd'hui, les préfets qui ont la main sur environ 30% des logements sociaux, est-ce que cette règle est respectée? Alors, l'objectif n'est pas de concentrer les pauvres dans les quartiers où il y a déjà beaucoup de familles en difficulté. Il ne faut pas pénaliser les familles demanderesses, qu'on appelle les DALO, droit au logement opposable, en disant mais vous ne pouvez plus aller là parce qu'il y a déjà beaucoup de familles en difficulté, mais comme on n'a rien à vous proposer, vous restez sur le carreau. Donc il faut jouer sur tous les tableaux, d'où l'importance d'aller créer du logement social dans des secteurs plus favorisés, et en même temps de permettre un parcours résidentiel pour ces familles. Ça, c'est la théorie, mais aujourd'hui, est-ce que c'est difficile à mettre en œuvre, mais je pense que quand on fait de la politique, il faut avoir des principes et les mettre progressivement en perspective. Je vous rappelle que cette décision-là date du 6 mars, nous sommes 6 mois après, et que donc on ne modifie pas des politiques de logement comme ça en claquant des doigts. Il faut un peu de temps et nous réclamons ce temps. Le Premier ministre a dit lui-même que la politique de la ville, c'est une politique qui dure sur une génération. Il a raison. On va passer au pour-contre de cette émission. On va vous faire un pour-contre spécial mixité sociale. Patrick Caner, c'est Michel qui commence. Alors, faut-il oui ou non supprimer la dotation globale de fonctionnement que l'État verse aux communes pour celles qui ne respecteraient pas la loi SRU, donc les logements sociaux, comme le propose le député socialiste Philippe Doucet? Non. Non, puisque nous avons d'autres moyens de convaincre. Je ne crois pas à la contrainte systématique. Quand je me déplace sur le terrain, eh bien, finalement, je m'aperçois que les maires comprennent que c'est aussi leur intérêt que d'avoir de la mixité sociale sur leur territoire. Et donc je suis pour plutôt défendre l'idée que vous payez des pénalités, eh bien n'en payez plus demain parce que vous aurez respecté la loi. Êtes-vous pour ou contre l'instauration d'un seuil maximum de 40% de logements sociaux par ville pour éviter les ghettos? Non plus. Pourquoi? Parce qu'il y a aujourd'hui des histoires différentes sur le territoire national. Par contre, je suis favorable à ce que, grâce à la loi SRU justement appliquée, on puisse harmonieusement répartir les logements sociaux sur le territoire, sachant encore une fois que le logement social, ce n'est pas un logement indigne, un logement en bar ou en tour, comme on peut l'imaginer dans beaucoup d'esprits, malheureusement, y compris chez des maires. Le logement social, aujourd'hui, ça concerne potentiellement 70% de la population française. Et il y a 1 700 000 demandes de logements sociaux non satisfaites dans notre pays. Un couple de jeunes instituteurs, il est éligible au logement social. Est-ce que pour autant c'est un couple qui posera problème dans la commune X ou Y? La réponse est non, naturellement. Et dernier pour contre, est-ce que, et vous en avez un peu parlé, est-ce que vous êtes pour ou contre favoriser, voire rendre obligatoire la vente de logements sociaux aux locataires dont les revenus auraient augmenté sur un certain nombre d'années? C'est une pratique qui se fait déjà chez quelques bailleurs sociaux. Je ne suis pas pour la rendre obligatoire, mais je suis pour inciter les bailleurs sociaux qui ont des logements totalement amortis de favoriser l'accession sociale à la propriété pour les locataires qui sont là depuis 10 ou 15 ans. Il faudrait y travailler. Basé sur la durée ou basé sur l'évolution des revenus de ces personnes-là? Basé sur la durée, sur la capacité contributive de ces personnes. Mais quelqu'un qui a payé 20 ans son loyer, qui a contribué à l'amortissement du logement dans lequel il habite, je pense qu'il ne serait pas anormal qu'il puisse avoir une sorte de droit d'accès à la propriété. Mais c'est une négociation à avoir avec le mouvement HLM. Une question de Marcus 2008. Pourquoi ne pas, dit-il, réattribuer tout ou partie du financement des emplois aidés, et les emplois d'avenir, etc., aux PME et aux TPE avec obligation d'embauche dans les quartiers prioritaires? Une idée. Alors déjà, le monde économique a obtenu un soutien fort de l'État au travers du CICE, au travers du pacte de responsabilité et de solidarité. Donc le monde économique aujourd'hui, le patronat, doit créer des richesses et doit créer au travers de ces richesses de l'emploi. Moi je suis pour garder les dispositifs d'emploi aidés. Je vous les rappelle, emploi d'avenir, contrat starter, qui permettent en fait, notamment en direction des jeunes, d'avoir des politiques ciblées de l'État. La situation de notre pays ne justifie pas... Mais c'est l'État qui prend en charge ces emplois, alors que si on donnait leur chance à ces jeunes dans des entreprises avec des, entre guillemets, des vrais emplois, pardonnez-moi ce terme, est-ce que la politique ne serait pas plus efficace? Il y a des entreprises, 60 grands groupes qui aujourd'hui ont signé avec moi la charte entreprise des quartiers et s'engagent à prendre des jeunes des quartiers dans leur entreprise. C'est déjà un point positif. Mais je ne veux pas perdre la main
sur des dispositifs qui aujourd'hui, 210 000 emplois d'avenir, 13 000 contrats starter payés au SMIC en milieu économique ordinaire, je ne veux pas perdre la main sur des dispositifs qui nous permettent de dire à des jeunes qui ont de grandes difficultés, l'État est présent. Moi, je suis pour un équilibre entre l'initiative privée, l'entreprise, ce que je vous ai évoqué il y a un instant, et la capacité pour l'État d'intervenir. Je ne veux pas moins d'État aujourd'hui. On dit souvent moins d'État, mieux d'État. Non, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez d'État pour régler les problèmes de notre Des société. internautes demandent s'il ne serait pas intelligent de conditionner le CICE à la création d'emplois dans les quartiers. Est-ce qu'on peut obliger, enfin, c'est un peu l'idée des zones franches qui n'ont pas bien marché. Oh, les zones franches ont bien marché. Les 100 zones franches sont devenues territoires entrepreneurs avec des exonérations fiscales. En revanche, il y a les emplois francs qui ont été testés emplois au début francs. du et quinquennat. qui ont été un échec. D'ailleurs, on les a supprimés l'année dernière. On préfère aujourd'hui, au travers notamment de la nouvelle agence de développement économique France Entrepreneur, on préfère concentrer les moyens économiques disponibles pour favoriser la création endogène d'activités économiques. Les entreprises aujourd'hui peuvent avoir intérêt, elles doivent avoir intérêt à créer de l'activité économique dans ces quartiers. Il y a de la population, je vous rappelle que ces quartiers prioritaires, c'est 5 500 000 personnes. Et donc ce sont des consommateurs potentiels. Vous parliez d'échec. Est-ce que c'est un échec, le fait que votre ancienne secrétaire d'État à la ville, Myriam El Khomri, soit passée au travail et qu'il n'y ait plus aujourd'hui de secrétaire d'État à la ville dédié? Je connais cette musique en disant on a affaibli la politique de la ville. Tout d'abord, je pense avoir montré depuis 2 mois que j'étais sur le terrain en permanence, que j'ai signé les contrats de ville, que la politique de la ville est incarnée par un ministre plein. Que je vous rappelle que Myriam El Khomri était secrétaire d'État, mais j'étais son ministre entre guillemets de tutelle, même si je n'aime pas l'expression. À partir de là, nous nous sommes répartis le travail pendant 1 an. On avait 437 contrats de ville à signer. Ils sont quasiment tous signés aujourd'hui. Il y avait à négocier avec Action Logement, l'ancien 1% logement, le financement de l'ANRU numéro 2, la 2e phase de l'ANRU. Ça a été réalisé. Donc tout ce travail de présence, de négociation est derrière nous. Aujourd'hui, je dois dérouler, expliquer, présenter la politique de la ville et je pense incarner aujourd'hui sans qu'il y ait de moins-value. Pas besoin de secrétaire d'État à la ville, malgré un ministère qui est très large. Hein, votre portefeuille est extrêmement si vous voulez varié. dire que je dois beaucoup travailler, la réponse est oui. Aujourd'hui, avoir un ministre plein face, comme l'était Jean-Louis Borloo ou autre, face à nos acteurs et nos interlocuteurs, je crois que c'est une bonne chose. Et en tout cas, j'étais très heureux de travailler avec une personne très compétente, très engagée, très militante, qui a été dans cette configuration-là, Myriam El Khomri, et qui sera un excellent ministre du Travail. Donc il n'y aura pas de secrétaire d'État à la ville au prochain remaniement? Ce n'est pas dans les tuyaux à ce stade. Patrick Kanner, on a beaucoup d'internautes qui nous posent des questions assez délicates, notamment sur la religion, puisque après Charlie, on a eu un volet sécurité avec la loi renseignement, on a eu un volet éducation avec la laïcité, la citoyenneté à l'école qui est en train de continuer, un volet banlieue dont vous vous occupez. À tort ou à raison, après les attentats, on parlait aussi de refonder l'islam, ou voire un islam de France. Où en est ce volet religion? Est-ce qu'il faut faire quelque chose dans le domaine? Alors, l'organisation de l'islam en France est une préoccupation permanente. Mais ne confondons pas les choses. La vraie question aujourd'hui qui est posée, c'est l'islamisme radical qui aboutit à des départs au djihad, pour le djihad, qui aboutit aussi à des formes, je dirais, d'extrémisme à l'intérieur de notamment nos quartiers prioritaires de la ville. Et il faut combattre cela. Cela passe bien sûr par les croyants eux-mêmes, par les fidèles eux-mêmes, dans leur organisation. Ça passe aussi par notre capacité, et c'est une des mesures notamment du comité interministériel pour l'égalité et la citoyenneté, ça passe par la formation des acteurs au phénomène de radicalisation. Donc, formation des imams, c'est bien de ça qu'on est en train de parler? La formation des imams voilà. Relève d'une décision politique qui est compliquée parce que ce n'est pas la loi française qui le permet. Je pense qu'il faudra vraiment un jour poser cette question. Il faut des imams formés en France aux règles et je dirais à la République et aux valeurs de la République française d'un côté, mais aussi les acteurs sociaux. Il faut repérer les phénomènes de radicalisation à l'école,
les repérer dans le milieu sportif, dans les centres sociaux, les maisons de quartier. Des grands frères, des profs formés à ce genre d'identification? Je vais vous donner un exemple très concret. Nous avons prévu une convention avec le CNFPT, qui est l'organisme de formation de la fonction publique territoriale, pour amener les acteurs territoriaux, les fonctionnaires qui sont sur le terrain, à mieux comprendre les phénomènes de radicalisation. C'est un travail de prévention et aussi de présence sur le terrain. Je voudrais insister là-dessus, simplement pour dire que il faut que le service public, au sens large du terme, que l'action publique soit permanente, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout au long de l'année, et notamment le week-end, pour être très concret. Vous venez d'évoquer plein d'actions dans les quartiers, et pourtant le président de la République a été sifflé lors d'un récent déplacement. Avec vous-même, oui, Manuel Valls a été accueilli froidement au Murau. Est-ce que c'est un échec de cette politique ou est-ce que c'est un phénomène minoritaire? Comment vous l'analysez-vous? Tout d'abord, en deux mots. Le Premier ministre n'a pas été accueilli froidement au Murau. Je veux dire, moi j'étais présent et je vous assure que ça s'est très très bien passé. À la Courneuve, à CD 4000 pour être très clair, le président a été sifflé par une minorité, une cinquantaine de personnes qui étaient venues pour cela, organisées manifestement pour cela, et les médias n'ont pas beaucoup présenté toute cette population qui était là pour accueillir avec applaudissements, sourire et même les selfies habituels, le président de la République. Et puis qu'est-ce qu'est venu dire le président de la République? Il est venu dire le développement économique est possible dans ces quartiers. Il est venu voir une pépinière au cœur, sur la dalle des 4000 à la Courneuve. Et les contacts ont été excellents. Et puis moi, je préfère un président de la République qui va sur le terrain, qui annonce l'agence France Entrepreneur, que d'autres présidents qui parlent de Karcher, qui parle de racailles, ou qui, comme l'a dit pour être très clair le 25 septembre dernier l'ancien président de la République, il a dit, je le cite, il a dit cela au dîner Club Choiseul 100, il a dit « Il faut que les banlieues arrêtent de culpabiliser la France, les ruraux, eux, n'ont pas à brûler les abribus, et pourtant ils crèvent. » Eh bien moi, je n'oppose pas le secteur rural et le secteur urbain, nous sommes en France, dans un pays uni et indivisible. François Hollande a annoncé encore une nouvelle agence. Pourtant, les agences, les plans Marshall, les plans banlieue, les rénovations des grands ensembles, ça date depuis 1977. Oui. Donc en 40 ans, les inégalités ont persisté, voire elles ont augmenté. Comment on résout cette équation apparemment impossible de la politique de la ville? C'est une politique qui est lente dans ses résultats. Mais pourquoi elle est lente? C'est parce que la situation est énorme. Est-ce que vous savez combien de logements dans les grands ensembles on a construit entre les années 60 et les années 70? 5 700 000 logements. 5 700 000 logements. On en a rénové combien depuis le plan Borloo? On en a rénové 10%. Ce qui vous montre l'immensité de la tâche à accomplir. Et moi, je suis très humble et en même temps déterminé. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas tout réglé qu'on n'a pas réglé déjà des choses en amont. Je vous prends un seul exemple. Nous étions au Murau, vous l'évoquiez. Nous étions au Murau avec le Premier ministre, dans le quartier de la Vigne Blanche, totalement rénové, nouveaux services publics, nouvelles activités économiques. Vraiment, le travail a été fait. Et à 200 mètres, toujours au Murau, dans le quartier des musiciens, rien. Parce que, voilà, on y va par étapes. Et celui qui habite dans le quartier des musiciens, il se dit, mais moi qui suis habitant des Mureaux, pourquoi je n'ai pas les mêmes services que celui qui est à Vigne Blanche? Ça peut être désespérant et moi ça m'encourage au contraire à continuer et à être déterminé en la matière. Une question un tout petit peu plus légère, Patrick Caner. Alors vous avez lancé 2 initiatives, la Bougitude début octobre, oui, pour promouvoir, donc je l'explique, un site web qui porte sur les études à l'étranger, donc qui est consacré à la mobilité européenne et internationale des jeunes. Vous avez aussi lancé un Tumblr autoparodique, le vrai ministre. .tumblr.com pour tenter de capter l'attention des jeunes, puisque la jeunesse, c'est aussi votre périmètre. Alors voilà, à la clé, on a 2 sites web. Est-ce que vous avez des chiffres de connexion à nous donner aujourd'hui? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a beaucoup de connectés? On a je n'ai pas les chiffres détaillés, mais je puis vous dire que sur mon Tumblr, il y a plusieurs milliers de contacts toutes les semaines. Le Tumblr, pour expliquer cela à chacun, en fait, on détourne des petites vidéos de quelques secondes qui sont extrêmement humoristiques. Allez-y, vous allez trouver ça facilement sur mon site Twitter, mon site blog et Facebook, pardon. Et vous aurez dans ce cadre-là des politiques publiques qui ne sont pas détournées, puisque l'objectif, c'est d'attirer le regard par l'humour. Et à partir de là, vous cliquez sur la politique publique et vous avez là des choses
très sérieuse. Donc, ce sont des codes pour les jeunes. Est-ce que vous êtes un ministre rigolo, un ministre fun, Patrick Caner? Je suis un ministre sérieux, mais qui comprend que pour faire passer les messages, il faut aussi intégrer les codes de la jeunesse, de toute la jeunesse, celle qui ne va pas bien, mais aussi celle qui va bien et qui a envie de voir la politique de manière différente. Et quand je parle de la bougitude, la chose très sérieuse, c'est qu'il n'y a que 100 000 jeunes qui partent tous les ans à l'étranger en apprentissage, en Erasmus, en service civil international. Et dans ces 100 000 jeunes, il n'y a que 10% de jeunes issus des milieux défavorisés. Et cette injustice-là, j'ai envie de la combattre. Et quand je crée un site où chacun peut trouver tous les dispositifs lui permettant facilement de partir à l'étranger, je me dis que je fais une œuvre utile. Donc un ministre branché, mais un ministre qui a des valeurs et qui essaye surtout de régler les inégalités dans notre pays. Il nous reste une petite minute ou deux, Patrick Caner. On voulait absolument vous parler aussi des régionales, et notamment des régionales dans le Nord-Pas-de-Calais, Picardie, puisque c'est la région dont vous venez. Vous avez été adjoint à la maire de Lille, Martine Aubry, avant d'entrer au gouvernement. Et c'est président du Conseil général. Et président du Conseil général du département. Mais si je disais que vous étiez un ancien adjoint de Martine Aubry, c'est parce qu'un de vos anciens collègues, monsieur de Saint-Ignon, est tête de liste pour les régionales en Nord-Pas-de-Calais-Picardie, pardon. Est-ce que vous faites partie de ceux qui auraient préféré que ce soit Martine Aubry qui se lance dans cette campagne? Est-ce que le casting est bon face à Marine Le Pen et face à Xavier Bertrand? Vous savez, moi je me suis exprimé là-dessus, notamment jusqu'à la désignation de Pierre de Saint-Ignon, et j'ai toujours dit que pour moi, la meilleure candidate était Martine Aubry. Mais les choses ne sont pas faites comme cela. Elle n'a pas été candidate. Pierre de Saint-Ignon a été élu à 90% par les militants socialistes pour porter la candidature. Donc c'est une affaire qui est derrière nous. Maintenant, nous sommes tous rassemblés autour de Pierre pour qu'il fasse le meilleur score possible. C'est un bon candidat, Pierre de Saint-Ignon? Je peux vous dire que quand on l'a vu débattre et de manière très âpre avec Bertrand et Le Pen dans un débat télévisé récemment, je peux vous dire qu'il a tenu toute sa place et même beaucoup mieux que ce que certains auraient pu imaginer. Donc bravo à Pierre de Saint-Ignon. Simplement, nous savons que c'est difficile aujourd'hui dans le contexte politique qui est le nôtre, et donc il faut qu'il puisse monter le plus haut possible, et notamment montrer que face à Marine Le Pen, la seule alternative républicaine, c'est la gauche dans notre région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Quand Manuel Valls dit qu'il faudra tout faire pour faire battre Marine Le Pen, ça peut vouloir dire quoi dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie? Je vous répondrai le soir du premier tour. Moi, je ne fais pas d'hypothèse de désistement, front républicain, fusion technique, je n'en sais rien. Moi, mon seul intérêt, et je vais m'y consacrer pleinement puisque je vais bientôt rentrer dans ce qu'on appelle la période de réserve à partir du 15 novembre, mon seul intérêt, c'est d'accompagner nos candidats, Pierre de Saint-Ignon, mais aussi les candidats des autres départements, et aller le plus haut possible, ramener simplement nos concitoyens de cette région à la réalité. Marine Le Pen, c'est un vote en impasse, très concrètement. Elle n'a pas de programme, ou son programme, quand on l'analyse bien, c'est la chute de notre grande région. Et je pense que face à Xavier Bertrand, Pierre de Saint-Ignon et les candidats socialistes, les candidats radicaux, ceux qui nous accompagnent, et la gauche réunie, je l'espère, au second tour, seront la vraie alternative. Eh bien écoutez Patrick Caner, merci d'être venu nous voir sur notre plateau avant votre période de réserve, comme vous le disiez. Merci à vous, Anne-Laetitia et Michel, d'avoir participé à cette émission. Merci aussi à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et d'ici là, bien sûr, restez connectés.